Deux chiffres, en apparence anodins, ont suffi à fissurer le ciel déjà fragile du Burkina Faso en une seule nuit. Leur progression silencieuse a mis en lumière un écart net entre ce que l'on croyait observer et ce qu'un dispositif d'intrusion structuré préparait méthodiquement en arrière-plan. Que représente réellement cet écart pour celles et ceux qui regardent cette vidéo lorsque Ibrahim Traoré est l'un des rares dirigeants à considérer ces signaux minuscules comme le prélude d'une offensive organisée? Une bascule discrète s'est enclenchée et ses conséquences dépassent largement le cadre technique initial. Cette séquence s'engage à reconstruire, étape par étape, la logique qui transforme des signaux faibles en alertes opérationnelles. Pour le public, l'enjeu est simple et concret. Comprendre comment une anomalie dispersée devient un indicateur de vulnérabilité mesurable. L'intérêt dépasse la curiosité technique, car l'écart entre perception et réalité conditionne la rapidité de réaction d'un État confronté à des intrusions ciblées. Dans le cas du Burkina Faso, chaque zone sensible peut devenir un point d'entrée si les indices sont ignorés ou interprétés trop tard. Le risque ne réside donc pas uniquement dans l'existence d'une menace, mais dans la manière dont elle est lue, hiérarchisée et traduite en décision. En suivant le fil des données, des hésitations initiales et des choix méthodiques, cette analyse montre comment une lecture cohérente peut compenser des moyens limités. Elle éclaire aussi ce que cette séquence révèle sur la souveraineté, la vigilance collective et la capacité d'anticipation. Ce n'est pas un récit de force brute, mais une démonstration de méthode, où chaque détail compte et où chaque retard peut modifier l'issue. Les premières confirmations venues du terrain ont provoqué un basculement immédiat de l'analyse. Trois rapports distincts, émanant de zones éloignées de plusieurs centaines de kilomètres, décrivaient exactement les mêmes signaux à des intervalles comparables. Cette répétition chiffrée, enregistrée en moins de 48 heures, a suffi à transformer une anomalie locale en indicateur central d'activité aérienne ciblée. Jusqu'alors, les relevés paraissaient trop fragmentaires pour justifier une alerte nationale. Chaque unité observait des variations faibles, isolées, sans cohérence apparente. Placées côte à côte, ces données changeaient pourtant de nature. Intensité, intervalle, direction et durée formaient désormais un motif stable. Ce glissement marque la frontière entre le bruit de fond et un signal exploitable. Il ne s'agit plus d'une hypothèse abstraite, mais d'une configuration reproductible. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré impose une lecture fondée sur la cohérence plutôt que sur l'intuition. Il demande que chaque fragment soit comparé, croisé et aligné, refusant d'écarter des indices jugés trop discrets. La temporalité cyclique des signaux devient alors centrale. Leur retour à des plages horaires identiques suggère une intention. Le hasard perd sa place. Une logique apparaît. Dans la capitale, la réaction demeure prudente. Les échelons intermédiaires estiment que le volume de données reste insuffisant pour déclencher une alerte d'envergure. Cette inertie renforce paradoxalement le rôle des unités locales, déjà confrontées à une densité croissante des signaux. Elles observent une transition rapide. Ce qui semblait irrégulier devient prévisible. La première boucle de curiosité se referme ici. L'écart entre perception et réalité ne provient pas d'un manque d'information, mais de la vitesse à laquelle des données dispersées convergent. Ce mécanisme redéfinit la suite. Une menace ne se révèle pas par son intensité initiale, mais par la régularité de ses répétitions, lorsque quelqu'un accepte de les lire comme un ensemble. Dans cette phase initiale, un fil conducteur s'impose sans emphase. Il relie des indices épars pour leur donner une cohérence opérationnelle. Ibrahim Traoré occupe ce rôle par une méthode discrète fondée sur l'écoute des relevés, jugés mineurs par certains échelons,
mais décisif pour comprendre une trajectoire d'ensemble. L'attention portée aux micro-variations devient un principe, non une exception. Un premier cas concret se déroule dans une zone à faible activité militaire. Une équipe locale observe une variation brève, répétée sur plusieurs nuits consécutives. Pris isolément, chaque relevé semble insignifiant. Mise en parallèle avec des observations similaires recueillies ailleurs, une régularité temporelle apparaît. Le simple alignement transforme la lecture. La coïncidence prend la forme d'un rythme. Ce déplacement d'interprétation modifie immédiatement les priorités locales. Un second cas renforce ce glissement. Près d'une installation stratégique, une patrouille note une intensité en légère hausse sur 3 nuits successives. D'abord attribuée à une dérive technique, cette progression acquiert un sens nouveau lorsqu'elle est superposée au premier ensemble de données. Deux ancrages se dessinent alors, une temporalité commune et une intensité croissante. Le doute devient hypothèse solide sans qu'aucun fait nouveau ne soit ajouté. Ces impacts précoces redéfinissent le rôle des acteurs de terrain. Leur vigilance discrète alimente une compréhension élargie du phénomène. L'essentiel se précise. Un signal faible, lorsqu'il se répète, pèse davantage qu'un signal fort isolé. Cette prise de conscience prépare la suite des décisions et installe un principe durable de lecture des menaces. Le passage de l'observation à l'action s'effectue sans rupture visible, mais selon une montée en cadence précise. Au départ, les unités avancées détectent une intensité inhabituelle dans les relevés nocturnes. Les variations paraissent mineures. Elles reviennent pourtant nuit après nuit avec une signature similaire malgré des distances importantes. Cette répétition crée une coloration atypique. Les trajectoires suivent une logique parallèle, jamais parfaitement identique, jamais assez divergente pour être écartée. L'activation réelle survient lorsque les premières superpositions sont mises à jour. Ibrahim Traoré remarque alors un détail critique. L'intervalle temporel diminue progressivement. Chaque nuit, le retour des signaux se rapproche. Cette contraction du rythme indique une montée en cadence. Elle suggère une phase de test plus active où l'opérateur extérieur affine son approche. À partir de ce moment, l'hypothèse d'une simple anomalie disparaît. Le point culminant se dessine lorsque les équipes techniques repèrent des variations brèves dans la bande de détection. Elles arrivent par pulsation, comme si elles cherchaient à éprouver les limites du réseau recalibré. Chaque pulsation précise une tentative d'observation. Chaque approche affine une intention. La tension monte d'un cran lorsque les signaux convergent vers des zones sensibles. Le changement d'échelle est net. La dispersion initiale laisse place à une orientation claire. Face à cette accélération, la coordination se resserre. Les communications deviennent continues. Un dispositif improvisé apparaît, fondé sur un principe simple. Toute modification doit être transmise immédiatement. Cette chaîne révèle un élément décisif. Les trajectoires s'approchent d'un nœud stratégique. La coïncidence s'efface définitivement. La méthode s'impose. Le risque devient explicite. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré ordonne l'alignement de l'ensemble des réseaux de surveillance. L'objectif n'est plus d'observer passivement, mais d'anticiper. En quelques heures, le tissu de détection se compacte. Il gagne en réactivité. Chaque irrégularité est verrouillée. Le système ne cherche plus à confirmer après coup, mais à lire la cadence avant qu'elle ne produise ses effets. Les répercussions sont immédiates. Les premières confirmations visuelles tombent alors que la séquence est déjà engagée. Et trois appareils suivent une cadence identique. Approche rapide, descente progressive, tentative d'évitement, rectification. Leur comportement trahit une certitude technologique.
L'opérateur adverse semble convaincu de pouvoir échapper à la détection locale. Cette assurance devient un point faible. La réaction burkinabé se déploie sans délai. Les unités verrouillent les cibles en quelques minutes. La chaîne d'action s'enclenche selon un ordre précis. Acquisition, confirmation, neutralisation. 6 minutes suffisent. Les trois appareils sont détruits. La progression s'arrête net. Ce dénouement ne marque pas seulement la fin d'une intrusion, mais la validation d'une lecture anticipée. La séquence laisse une trace claire. La défense ne gagne pas par la masse ou la surprise, qu'aimé par sa capacité à lire le rythme adverse avant qu'il ne frappe. Ce renversement prépare le terrain de l'analyse suivante où les chiffres et les écarts mesurables viendront confirmer ce que la chronologie a déjà révélé. Le point de départ paraît presque vide. Les premiers relevés montrent une activité faible, irrégulière, sans cohérence apparente. Puis, en l'espace de quelques jours, un delta net apparaît entre l'état initial du ciel burkinabé et la structure observée après le recalibrage du réseau. Cette transition repose sur des repères mesurables, reconstruits progressivement par les équipes techniques. Ibrahim Traoré place ces chiffres au centre de la lecture, convaincu que la donnée, même limitée, peut révéler une intention lorsqu'elle est correctement alignée. Le premier indicateur chiffré concerne l'altitude du premier appareil intercepté, détecté à environ 2000 mètres. Cette valeur n'est pas anodine. Elle correspond à une hauteur privilégiée pour des missions de reconnaissance discrète, suffisamment élevée pour limiter l'observation visuelle depuis le sol, mais encore exploitable pour capter des informations détaillées. L'écart apparaît ici entre les jours précédents, marqué par une quasi-absence d'activité, et la présence soudaine d'un appareil évoluant dans une zone typique d'observation tactique. Le second repère se manifeste avec un appareil détecté à 1500 mètres. La baisse d'altitude traduit une tentative d'adaptation. Les systèmes, recalibrés entre-temps, enregistrent cette variation avec plus de finesse. Ce changement suggère une recherche volontaire d'une couche plus basse, perçue comme moins exposée au réseau local. L'écart n'est plus seulement vertical, il devient comportemental. Le drone ne subit pas les conditions, il ajuste sa trajectoire en réponse à la détection. Le troisième élément chiffré concerne un appareil repéré à 1800 mètres après une tentative de fuite vers le sud. Contrairement aux deux précédents, sa trajectoire est irrégulière. Cette rupture de cadence révèle une réaction improvisée face à un seuil de surveillance atteint. La valeur brute importe moins que la discontinuité qu'elle introduit. Là où les premiers mouvements suivaient une logique stable, celui-ci signale une perte de maîtrise. Un dernier repère complète l'ensemble. La vitesse estimée du premier appareil atteint environ 400 km par heure. Cette donnée situe clairement l'objet dans la catégorie des drones de surveillance avancés, capables de réduire fortement le temps de réaction disponible au sol. Malgré cette contrainte, la chaîne d'alerte parvient à se synchroniser. Le delta entre la détection initiale et la neutralisation finale se mesure en minutes, non en heures. Pris isolément, ces chiffres restent descriptifs. Alignés, ils forment une progression lisible. Altitude variable, vitesse élevée, tentative d'évitement et rupture de trajectoire composent une séquence cohérente. Ibrahim Traoré interprète cet ensemble comme une montée en complexité progressive où chaque ajustement adverse révèle les limites atteintes par l'intrusion. L'écart décisif ne réside pas dans la valeur la plus élevée, mais dans la capacité locale à transformer ces mesures en lecture opérationnelle. Ainsi se referme la seconde boucle de curiosité. Les données confirment ce que la chronologie suggérait déjà. La défense n'a pas neutralisé par hasard, mais par compréhension graduelle d'un comportement mesurable.
Deux lectures opposées émergent immédiatement après la neutralisation des appareils. La première affirme que le succès observé tiendrait moins à une montée en compétence qu'aux limites intrinsèques des drones intrus. Selon cette position, les appareils n'auraient pas mobilisé l'ensemble de leurs capacités, opérant dans un mode contraint qui aurait facilité leur interception. Les défenseurs de cette thèse estiment qu'un déploiement complet aurait largement dépassé les moyens locaux, surtout dans un contexte où le réseau de surveillance venait à peine d'être ajusté. La réussite serait alors circonstancielle, presque accidentelle, davantage liée à une erreur adverse qu'à une réelle capacité défensive. Une seconde lecture insiste au contraire sur une fragilité structurelle persistante. Elle reconnaît l'efficacité de la réaction, mais souligne son caractère ponctuel. Les analystes qui la soutiennent rappellent que le recalibrage du réseau reste artisanal et que les ressources disponibles ne permettraient pas de maintenir longtemps un niveau de vigilance aussi dense. Dans cette perspective, la neutralisation rapide masquerait une vulnérabilité durable face à un adversaire plus patient, capable d'étaler ses tentatives ou de combiner plusieurs moyens plus discrets. Ces deux positions semblent solides à première vue. Pourtant, les données collectées offrent un contrepoint précis. Les trajectoires observées avant l'interception dessinent un schéma répété, orienté vers des zones sensibles, incompatibles podobina, avec une simple opération sous-employée. Les variations d'altitude successives indiquent donc des ajustements progressifs révélateurs d'essais destinés à contourner la détection plutôt que d'un vol contraint. Les pulsations régulières et les tentatives d'évitement confirment une adaptation en temps réel. Face à l'argument de la fragilité durable, la cohérence de la réponse apporte également une nuance. Le délai de neutralisation, réduit à quelques minutes malgré une vitesse élevée des appareils, montre que la chaîne d'alerte a atteint un seuil d'efficacité reproductible. Et Ibrahim Traoré et ses équipes fondent leur lecture sur cette continuité. La contrainte technique n'a pas paralysé l'action, elle a servi de levier pour structurer une méthode. Ainsi, la réussite ne se réduit ni à un hasard favorable, ni à une illusion de solidité. Elle illustre un point intermédiaire souvent négligé. Une capacité limitée peut produire un effet décisif lorsqu'elle repose sur une lecture cohérente des signaux adverses. Ce constat bref modifie immédiatement la portée de toute la séquence. Jusqu'ici, l'analyse supposait une intrusion orientée vers des zones précises choisies pour leur valeur stratégique. Or, un détail surgit dans les relevés et renverse cette interprétation. Les trajectoires, lorsqu'elles sont superposées, ne convergent pas vers un objectif unique. Elles dessinent un rythme ordonné, presque pédagogique. Il est comme si l'opérateur extérieur cherchait moins à observer le territoire qu'à mesurer la réaction burkinabé elle-même. Le recoupement des données recalibrées éclaire ce basculement. Les variations d'altitude successives ne sont plus lues comme des ajustements isolés, mais comme une série d'essais. Chaque passage teste une couche différente du dispositif. La répétition crée un escalier révélateur. Ce n'est pas l'espace qui est cartographié, mais la capacité de réponse. Ibrahim Traoré interprète alors ces séquences comme une phase préliminaire d'un test de profondeur. Le pays n'est pas seulement observé, il est évalué. La question centrale change. Il ne s'agit plus de savoir ce qui a été vu, mais jusqu'où la défense peut anticiper, absorber, puis réagir avant d'être saturée. À ce moment précis, une révélation centrale vient refermer une attente implicite. L'intrusion n'est plus un événement ponctuel, elle devient un diagnostic extérieur, destiné à jauger un système entier. À partir de là, chaque conséquence doit être relue à l'aune de cette intention élargie. Les effets immédiats de la séquence se manifestent d'abord au niveau national.
La neutralisation rapide des appareils modifie la perception interne de la vulnérabilité du pays. Longtemps habitué à une communication prudente face aux intrusions extérieures, la population découvre qu'une capacité de réaction réelle existe, même avec des moyens limités. Cette prise de conscience transforme la vigilance collective. Les signaux inhabituels, auparavant considérés comme anecdotiques, acquièrent une valeur nouvelle lorsqu'ils sont rapportés et partagés. La souveraineté cesse d'être une abstraction lointaine pour devenir un espace que chacun peut contribuer à protéger. Pour les forces de défense, l'impact est plus structurel. Les données issues des altitudes et des trajectoires confirment que le recalibrage du réseau a produit un effet mesurable. Les variations détectées montrent que les systèmes locaux sont capables de saisir des écarts fins suffisants pour anticiper des tentatives d'évitement. Cette précision valide la méthode privilégiée par Ibrahim Traoré. Centraliser les micro-indices, privilégier la cohérence des relevés et renforcer l'analyse plutôt que de s'en remettre uniquement à l'accumulation technologique. L'institution militaire en retire un modèle reproductible, susceptible d'être étendu à d'autres zones sensibles du territoire. Les conséquences économiques apparaissent plus discrètement, mais elles sont tout aussi significatives. Les zones riches en ressources, parfois observées de manière indirecte par des acteurs extérieurs, changent de statut. La démonstration d'une capacité de réaction rapide signifie que l'observation non autorisée ne peut plus se dérouler sans risque. Certaines opérations ajustent alors leur méthode ou leur fréquence afin d'éviter toute interprétation intrusive. Cette adaptation silencieuse redéfinit les marges de manœuvre autour des sites stratégiques et renforce la position du pays dans ses négociations implicites. À l'échelle régionale et internationale, l'effet est double. D'un côté, plusieurs observateurs revoient leurs estimations des capacités burkinabées. La neutralisation en quelques minutes oblige à reconsidérer l'idée d'un espace aérien passif. De l'autre, cette démonstration suscite une prudence nouvelle chez certains partenaires, qui perçoivent une montée en autonomie susceptible de réduire la dépendance à l'assistance extérieure. Le signal envoyé n'est pas celui d'une rupture, mais d'un rééquilibrage. Le Burkina Faso apparaît désormais comme un acteur capable de transformer une contrainte en levier. À travers ces quatre groupes, population, défense, acteurs économiques et environnement régional, une tendance commune se dégage. La capacité à lire, interpréter et aligner des signaux faibles produit des effets concrets bien au-delà de l'événement initial. Ibrahim Traoré ne se contente pas de répondre à une intrusion. Il modifie les conditions mêmes dans lesquelles le pays peut être observé, testé ou contesté, en imposant une nouvelle lecture de la vulnérabilité. À partir de la capacité démontrée à détecter, analyser et neutraliser des intrusions, malgré des moyens limités, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres de lecture conditionnels, dépendant des choix effectués après l'opération. Dans le scénario de base, le plus probable, le pays maintient une vigilance soutenue sans s'engager dans une course technologique coûteuse. Les équipes poursuivent l'amélioration progressive du réseau existant, en capitalisant sur les enseignements tirés des variations d'altitude, de vitesse et de cadence observées. L'accent reste mis sur l'analyse des microsignaux et la coordination rapide entre unités. Ibrahim Traoré stabilise ainsi un modèle d'autonomie pragmatique. Ni rupture spectaculaire, ni dépendance accrue, mais une capacité dissuasive suffisante pour compliquer toute tentative d'intrusion répétée. Les risques persistent, mais l'espace aérien n'est plus perçu comme passif. Dans un scénario plus favorable, cette séquence devient un point d'ancrage stratégique.
Le recalibrage initial est consolidé, les procédures sont formalisées et la sensibilité du réseau s'améliore progressivement. Cette montée en cohérence ouvre la voie à des coopérations régionales, notamment avec d'autres pays sahéliens confrontés à des contraintes similaires. La méthode burkinabé, fondée sur la transformation de signaux faibles en architecture défensive, commence à circuler comme un modèle. La souveraineté aérienne gagne alors en densité, non par l'accumulation d'équipements lourds, mais par la diffusion d'un savoir-faire analytique partagé. À l'inverse, un scénario plus tendu ne peut être écarté. La neutralisation rapide des appareils est interprétée par certains acteurs extérieurs comme un signal d'affirmation trop visible. Les approches évoluent. Des techniques plus furtives apparaissent, combinant plusieurs vecteurs difficiles à détecter simultanément. Le réseau local, malgré ses progrès, atteint ses limites. La pression s'étale dans le temps. Le pays se retrouve face à un choix délicat. Investir massivement pour suivre l'escalade technique ou accepter une contrainte diffuse mais permanente sur sa capacité d'anticipation. À travers ces trois voies, une recommandation de fond se dégage. Chaque renforcement doit être pensé non comme une réponse isolée, mais comme une consolidation progressive de la souveraineté opérationnelle, guidée par la cohérence plutôt que par la surenchère. Les répercussions de cette séquence ne se limitent pas au cercle militaire ou institutionnel. Elle résonne différemment selon les segments de la société, en modifiant la manière dont chacun perçoit son rôle face aux enjeux de sécurité. Pour les citoyens d'abord, la neutralisation des intrusions introduit un changement tangible. Les signaux inhabituels, longtemps perçus comme anecdotiques ou sans portée, acquièrent une légitimité nouvelle. L'idée que des observations modestes puissent contribuer à une réaction collective renforce le sentiment d'appartenance à un espace souverain partagé. La vigilance n'est plus abstraite, elle devient praticable. Chez les jeunes, l'impact prend une forme différente. La séquence met en lumière une approche fondée sur la méthode plutôt que sur la puissance matérielle. Analyser, comparer, aligner des données faibles apparaît comme une compétence stratégique à part entière. Cette lecture offre un repère à une génération souvent confrontée à l'idée que les contraintes matérielles limitent toute ambition. Elle montre qu'une capacité d'anticipation peut émerger d'une rigueur intellectuelle et organisationnelle, indépendamment des moyens lourds. Les acteurs locaux, en particulier ceux opérant à proximité de zones sensibles, revoient également leur rapport aux anomalies quotidiennes. Ce qui pouvait autrefois être ignoré ou banalisé est désormais intégré dans une compréhension plus large. Dès que chaque remontée d'informations gagne en densité, le travail de terrain se charge d'une dimension stratégique sans changer de nature. Cette revalorisation renforce le lien entre le terrain et les institutions centrales. À travers ces groupes, un même enseignement se dégage. Une défense efficace ne repose pas uniquement sur des décisions visibles ou spectaculaires, mais sur la capacité collective à reconnaître la valeur des signaux faibles. Ce déplacement du regard modifie durablement la relation entre individus, institutions et souveraineté. Pour transformer une opération ponctuelle en socle durable, une trajectoire structurée s'impose. Ibrahim Traoré la conçoit comme une progression mesurable, fondée sur l'existant plutôt que sur la recherche immédiate d'un saut technologique. L'objectif n'était pas d'élargir le dispositif, mais de consolider ce qui a déjà fait ses preuves. La première étape consiste à unifier la collecte des signaux. Les unités locales transmettent leurs relevés dans une plateforme commune, mise à jour de façon continue. Le critère d'évaluation est simple: réduire le délai entre l'apparition d'une variation et son intégration dans l'analyse globale. Plus la synchronisation est rapide, plus la lecture gagne en précision.
La deuxième étape porte sur la formation technique. Les opérateurs suivent des modules courts centrés sur l'interprétation des micro-variations. Il ne s'agit pas d'accumuler des compétences abstraites, mais de raccourcir le temps nécessaire pour confirmer ou infirmer un signal suspect. Chaque minute gagnée devient un indicateur de performance. Vient ensuite l'adaptation cyclique du réseau. Le recalibrage ne doit plus être exceptionnel, mais régulier. L'efficacité se mesure par la réduction du delta entre détection et verrouillage, un repère déjà observé lors de l'opération initiale. Cette répétition transforme l'ajustement en réflexe institutionnel. La quatrième étape formalise la chaîne de réaction. Un protocole documenté précise le passage du premier relevé à l'action coordonnée. La fluidité des communications constitue ici le principal indicateur de succès. Enfin, l'intégration des civils complète l'ensemble. Un mécanisme de remontée simplifié permet d'ajouter des observations périphériques sans saturer le système. Le nombre de contributions pertinentes devient un signal de maturité collective. Cette feuille de route transforme la vigilance en architecture durable. Lorsque l'on revient aux premières observations rapportées par les équipes locales, la distance parcourue apparaît avec netteté. Ces variations minuscules, jugées trop faibles pour mériter une attention particulière, ont pourtant constitué le fil conducteur de toute la séquence. Ce sont elles qui, mises en relation patiente, ont révélé une logique invisible au premier regard. Le motif initial, à peine perceptible, s'est progressivement imposé comme une structure lisible, capable d'orienter des décisions concrètes. Ibrahim Traoré incarne cette constance méthodique. En refusant d'écarter les détails discrets, il installe une manière de penser qui dépasse le cadre strictement militaire. La souveraineté ne se construit pas uniquement par des gestes spectaculaires ou des démonstrations visibles, mais par une attention rigoureuse portée à ce qui se perd habituellement dans le bruit quotidien. Cette approche redonne une place centrale aux acteurs de terrain, dont la vigilance devient un élément décisif. Le rappel de ces premiers signaux agit comme un miroir. Il montre que la cohérence n'émerge jamais d'un événement isolé, mais d'une accumulation progressive d'indices correctement interprétés. La leçon est simple, mais exigeante. Écouter avant de réagir, relier avant de conclure. La cohérence finit toujours par tracer sa propre ligne. Au-delà de la séquence analysée, une dynamique plus large se dessine. Elle ne repose ni sur la spectacularisation des menaces, ni sur la multiplication des déclarations, mais sur une attention partagée aux détails qui structurent un environnement. Cette vigilance, lorsqu'elle circule entre institutions, acteurs locaux et citoyens, devient un facteur de stabilité. Elle n'impose pas une lecture unique, elle ouvre un espace de discussion où les signaux peuvent être comparés, discutés et compris collectivement. Le rôle du public ne se limite donc pas à l'observation passive. Poser des questions, confronter des interprétations, partager des expériences locales contribue à enrichir la compréhension d'ensembles complexes. Dans un contexte où les transformations sont souvent silencieuses, ce dialogue constitue une ressource stratégique à part entière. Il permet d'éviter les angles morts et de détecter plutôt les écarts entre perception et réalité. Cette vidéo n'appelle pas à une conclusion définitive. Elle propose un cadre de lecture et invite à le mettre à l'épreuve. Comment reconnaître un signal pertinent? À quel moment une anomalie devient-elle un indicateur? Et surtout, quelle place chacun souhaite-t-il occuper dans cette chaîne d'attention collective qui façonne discrètement la résilience d'un espace commun?